Bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait. Mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Ça y est dit à Pep moi, qu'espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission Chou pour tête. C'est le rendez-vous. Ça fait plaisir de vous revoir après quelques semaines, j'ai envie de dire. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que malgré le soleil, malgré cette pénurie d'eau, que vous êtes arrivé Tchembé. Donc, comme je disais, c'est l'émission Chou pour tête. Et ça fait plaisir également de revoir un visage. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas vu. Salut Louis. Bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs. Comment vas-tu? On est là, oui, on est là tranquillement. De retour? Oui. à fond. Ah bah tant bien alors. Donc ce soir, nous allons parler, vous connaissez déjà votre rendez-vous, Chou pour tête, nous sommes là pour parler de déconstruction, proposer de nouvelles alternatives. Tout à l'heure, j'entendais décoloniser également nos cerveaux. C'était la parole de notre invité, que je vais présenter immédiatement. Bonsoir notre invité. Bonsoir Jonathan, bonsoir Ulrich et merci pour cette invitation. On te remercie également. Comment vas-tu Mallory? Ça va. Je peux te présenter s'il te plaît? Mallory M. Parmi les différentes casquettes que je peux présenter, je suis là pour l'art-thérapie. Je suis donc art-thérapeute depuis 2014 et je suis aussi coach vocal et puis chanteuse accessoirement. Voilà, effectivement. J'ai vu sur YouTube quelques morceaux, comme un morceau Papa. Exact. Voilà, je l'ai vu aujourd'hui. D'accord. Comment vas-tu? Bon, Ulrich, je te demandé comment tu allais. On va parler d'art-thérapie aujourd'hui. Pourquoi l'art-thérapie? Alors, au-delà de parler justement, de dire pourquoi l'art-thérapie, je vais parler de quelque chose qui a créé un déclic dans le fait de pratiquer l'art-thérapie, certes, mais aussi sur notre rapport à l'art et notre rapport à l'art avec les enfants. Donc, la première chose, c'est que ce que je dis ne s'adresse pas seulement aux parents. Moi, je suis toujours dans l'optique où c'est la coéducation. La coéducation, c'est tous les adultes, tout l'environnement qui est autour de l'enfant. Toutes les personnes qui peuvent côtoyer de près ou de loin les enfants, donc les enseignants, les parents, les cousins, les cousines, les tantes, les mamies, les personnes du centre de loisirs, bref, toutes ces personnes-là. Et en fait, ce que j'ai constaté, en tout cas, dans les différents ateliers auxquels je participe, ou les associations dans lesquelles je vais, ou les centres de loisirs dans lesquels j'ai travaillé, c'est une espèce de restriction de l'art à une feuille, des crayons, et puis en gros, on laisse l'enfant se débrouiller dedans. Ou alors de lui imprimer justement déjà les contours et de lui demander de rester dans les contours. Quand ça sort des contours, ça commence à créer des crispations, etc. Et ce que j'en ai retenu, c'est que tout de suite, en fait, ça bride concrètement la volonté artistique, finalement, la créativité de l'enfant. Et ça permet notamment à l'adulte d'être sécurisé, parce que c'est un environnement, un contour qui lui va bien. Une feuille sur un petit coin de table, comme ça, on est sûr que ça ne va pas dépasser, il n'y aura pas de la peinture partout, on ne va pas utiliser les murs. C'est cadré. Voilà, c'est bien cadré et ça permet justement à l'adulte de garder un certain contrôle. Mais par contre, on se pose rarement la question de est-ce que ça tend à ce que l'enfant justement puisse exprimer sa créativité, puisse découvrir des formes justement d'art différents. Par exemple, le crayon, est-ce qu'on peut pas... Par exemple, la semaine dernière, j'étais en camping et une artiste qui est venue a pris du charbon, le charbon qu'on utilisait pour faire le feu, et elle s'est mise à dessiner. Elle disait, en fait, c'est comme du fusain. Et en fait, ça m'a fait tilt de me dire que autant de choses en fait qui sont dans notre environnement qu'on pourrait justement utiliser pour pouvoir développer cette créativité-là chez les enfants notamment. Et en fait, on reste dans ce contrôle finalement qui a comme conséquence justement, comme je l'ai dit, une sorte de... On bride en tout cas l'esprit de créativité. Donc je voulais justement qu'on puisse sortir en fait de ces carcans-là et qu'on puisse aller imaginer justement et passer à d'autres supports et d'autres façons justement d'enseigner l'art ou de transmettre en tout cas l'art, qui est quelque chose en fait qui est très prégnant dans notre culture et qu'il faut qu'on garde et qu'il faut vraiment qu'on arrive à retirer justement tous ces brouillages qui nous empêchent finalement de laisser par la créativité des enfants mais aussi des adultes, parce que finalement il y en a beaucoup qui témoignent du fait que de par ces situations-là, aujourd'hui en tant qu'adulte, l'art, ils ne le voient qu'à travers effectivement une feuille de papier et du crayon et puis ça s'arrête là. Alors que c'est quelque chose qui est assez global. Sachant que l'art est censé être libre également.
Mais ce serait bien justement d'organiser cette liberté. S'élargir. Voilà, de s'élargir. Pas dans une restriction ni dans un milieu cadré. Exactement. Et je vais par exemple donner un autre exemple, c'est que quand des parents savent que les enfants vont participer à des ateliers artistiques, mais ils leur donnent des fois un t-shirt blanc, mais pas un t-shirt blanc ancien, un t-shirt blanc neuf. Et du coup, ils font attention, ils vont mettre le tablier, toutes ces choses-là pour que parce que ça ne se salisse pas. Mais en fait, c'est tout ça, en fait. Le mur blanc, par exemple, qui est à la maison. Voilà, il faut revoir en tout cas ces choses-là pour que l'enfant puisse effectivement laisser libre cours à sa créativité et aussi l'adulte. En fait, toutes les composantes de la société, il faut bien penser que on a un environnement qui est riche pour pouvoir s'exprimer et ce serait mieux en fait qu'on puisse favoriser en fait ce contexte de création. Donc voilà pour. Avant de poser des questions, que penses-tu de son introduction, Mallory? Son introduction m'interpelle sur plusieurs points, évidemment. Bien évidemment, on entend bien que l'art peut être vecteur de contorsion comme de libération, j'entends ça. Et donc, du coup, ça justifie parfaitement le potentiel thérapeutique de la pratique artistique, encore une fois, parce que l'art-thérapie n'a pas pour sujet d'apprendre ou de transmettre un savoir, absolument pas. Par contre, il serait un support principal, un support très favorable pour la libération émotionnelle, comme on va voir tout à l'heure, et la libération tout simplement bio-organique. Parce que là, et on a par exemple un neurobiologiste comme Jean-Pierre Changeux, c'est Changeux ou Chargeux, Changeux me semble-t-il, parce que ça remonte, je suis formé en thérapie il y a assez longtemps. 2014, tu as dit? Voilà, il y a assez longtemps, et donc il y a un neurobiologiste comme Jean-Pierre Changeux, si je ne me trompe pas, qui a effectivement étudier, exposer, expérimenter l'étroite connexion qu'il y a entre la pratique artistique et les sécrétions, les mouvements chimiques et électriques que ça provoque dans le cerveau. Donc on a autant l'aspect contordant que l'aspect libérant, en fait, dans la pratique artistique. Maintenant, les arts, puisque aujourd'hui, au XXIe siècle, l'art se pratique sur différents supports, on a même de l'art dans le digital aujourd'hui, on peut pratiquer l'art sur du digital. Cet art-là ne reste qu'un moyen, qu'une ressource. Et on va voir de toute façon qu'avec l'art-thérapie, dont l'art est le terrain favori de jeu entre gros guillemets, que ce même art-là possède aussi une somme d'informations qui en dit long non seulement sur l'individu, mais sur son environnement. Donc oui, j'abonde assez dans le sens, dans l'ambivalence qui, au final, n'en est pas une en vrai. L'ambivalence que peut porter l'art, ouais. On va débuter. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour toi l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, pas pour moi, pour le coup, mais pour moi aussi, il y a une notion qui est assez personnelle et subjective, pour le coup. L'art-thérapie, en fait, donc on a bien vu que c'est par la pratique artistique, sans avoir besoin d'une excellence, d'une virtuosité dans un art ou dans un autre. C'est par la pratique artistique pouvoir déceler, diagnostiquer et lire l'inconscient, dans le sens où, effectivement, nous sommes une charge informationnelle que nous traitons tous les jours avec le lobe frontal du cerveau, donc avec le conscient, mais une charge informationnelle encore plus immense qui va conditionner nos comportements, nos pensées et nos pathologies. Et la pratique artistique va nous donner un angle d'approche sur toutes ces grilles de lecture, en fait. L'art-thérapie, en gros, c'est ça. Ça n'est pas que ça, mais c'est ça. Et on est bien d'accord qu'on va revenir donc à ma perception de l'art-thérapie. Cette art-thérapie donc est le point de départ d'une pratique d'accompagnement chez moi, donc vous l'aurez compris depuis 2014, mais qui est aussi assez intégrative dans le sens où on peut coupler d'autres outils comme la noétique, comme la neuroscience dans mon cas, et la noétique pour effectivement... La noétique, c'est quoi, s'il te plaît? Alors la noétique, c'est une science qui est assez nouvelle, qui est de l'ordre de la neuroscience, qui va travailler sur justement, alors comment je peux dire ça de façon assez synthétique. Par exemple, la biologie des croyances appartient à la noétique. La croyance, le fait de penser, correspond à une configuration, et ce n'est qu'un exemple, un aspect de la noétique, correspond à une configuration biochimique. Et c'est un des objets de la noétique. Essayer de voir, d'expérimenter et de trouver des consensus sur le rapport du métaphysique à l'invisible, en fait, et pouvoir traduire ça par des données scientifiques et notamment des données bio-organiques.
D'accord, ok. Donc, en gros, l'art-thérapie, c'est ça. Et par ce biais-là, effectivement, je vais développer des protocoles d'accompagnement envers des personnes qui présentent des problématiques. Donc, ça peut être des mots liés à la psyché, ça peut être des mots liés au corps directement. Et on va développer comme ça des protocoles d'accompagnement par le biais de la pratique artistique. Mallory, Oui. quelle est la différence entre l'art-thérapie et d'autres formes de thérapie traditionnelle? Alors, tu me parles de thérapie traditionnelle. Alors, quand tu me dis thérapie traditionnelle, j'entends par exemple tout ce qui est de l'ordre du cognitif, du comportement, enfin, toutes les thérapies comportementales, cognitives. Alors, je vais plutôt parler de mode conventionnel plutôt que traditionnel. Avant tout, excuse-moi, ce sont des patients qui viennent te voir ou bien des clients? Chez moi, ce sont des accompagnés. Des accompagnés. Des accompagnés. Je tiens absolument à conserver, on va dire, une intégrité, non seulement dans la modalité relationnelle, mais aussi dans la personne qui vient me voir. C'est-à-dire que quand elle fait la démarche, tout ce qui sortira du boulot sur lequel je vais l'accompagner, qu'on fera ensemble, lui sera imputable à 100%. Il faut qu'elle se sente sécurisée dans ses choix et dans sa façon, justement, de libérer ce qu'elle a à libérer, même si moi, je lui montre des patchs, des paths, que je lui propose un protocole et que je vais comme ça lui appliquer une thérapie, justement, pour qu'elle arrive en libération. Chez moi, il s'appelle des accompagnés parce qu'il est important de marquer de façon, on va dire, officielle, son implication sur sa modalité thérapeutique. D'accord, ok. Et on revient sur la question. Oui. Quelle est la différence Et donc, entre la thérapie et d'autres thérapies traditionnelles? Donc, c'est pour ça que je vais plutôt traiter de thérapies conventionnelles, parce qu'elles sont plus vieilles, parce qu'elles sont plus admises, elles sont plus académiques. L'art-thérapie, comme par exemple la massothérapie ou d'autres types de thérapies, je parle par exemple du mindfulness, de la thérapie de la pleine conscience, sont d'autres pratiques qui ne sont pas si nouvelles. Par exemple, pour l'art-thérapie, c'est une pratique qui date quand même du XVIe siècle. Qu'on fait au Georges Braque, par exemple, qui date quand même du XVIe siècle, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'empêche que toutes ces thérapies, hors convention, constituent des alternatives d'approche à soi, en vrai. Donc, il faut bien comprendre que l'aspect qui est le plus prégnant entre les thérapies dites conventionnelles et les autres thérapies de l'ordre de l'art-thérapie seront plus, on va dire, identifiables par leurs points communs que par leurs différences. Ça veut dire tout simplement que chez nous, les alternants, on a une modalité de façon globale qui est assez intégrative. Est-ce que ça veut dire que je me substitue aux thérapies conventionnelles? Très certainement pas. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, coupler les deux est possible? Oui, mon général. C'est pour ça que je dis que les thérapies que tu appelles traditionnelles n'ont pas tant de différences que ça. Elles ont plus des points communs et en plus, elles sont compatibles. Peut-être la différence aussi, c'est que nous sommes des êtres vibratoires. Donc, c'est aussi peut-être réveiller quelque chose en nous à travers la thérapie. C'est-à-dire que réveiller, plus révéler, parce qu'on est bien d'accord que la pratique artistique qui n'a pas besoin de virtuosité particulière ou d'accent, d'excellence particulière sur l'art, qui sera plus séant à la chose qu'on va venir traiter, en séance avec moi, par exemple, ça n'a pas ça n'apporte pas, ça révèle. C'est-à-dire que ça va nous mettre en contact avec des choses avec lesquelles on ne peut pas être en contact de façon naturelle, de façon consciente, en vérité. Donc, on va plus parler de révélation. Et la partie purement thérapeutique peut aussi se trouver dans la pratique artistique où elle va permettre non seulement de révéler, mais aussi de guérir. Alors, chez moi, on appelle ça plus de la libération que de la guérison, en vrai. Parce qu'il n'est pas question de se délester de choses, il est question de mettre du sens et de réorienter les choses. Tout ce qui est à l'intérieur de nous n'est ni à jeter ni à conserver. Tout est à organiser. Et la pratique artistique va nous aider à ça. D'accord. Donc, à partir de là, quels sont en tout cas les principaux bienfaits que tu as observés de l'art-thérapie pour tes accompagnés? Alors, pour mes accompagnés, on va dire qu'il y a 3 stigmates. Les mots peuvent être psychiques, ils peuvent être tout simplement physiques. Donc, on est dans l'ordre de la somatisation et ça peut aller jusqu'à la pathologie, véritablement. Donc, si tu veux, les bienfaits, c'est toujours la libération de ça. On peut même parler de guérison dans certains cas. Et donc, quand je parle de pathologie, on parle de la pathologie bénigne jusqu'à la pathologie lourde. Donc,
je profite de cette petite intervention pour dire justement que les bienfaits, c'est justement l'occasion d'inviter d'autres leviers dans l'art-thérapie, dans la pratique artistique, pour matérialiser ces bienfaits-là, qui sont de l'ordre de la guérison, de la libération. Donc, par exemple, sur la pratique artistique, lorsque je vais aller sur un terrain, donc pour l'art-thérapie, il s'agit de l'état cathartique, de lever la catharsis, donc du coup, ça peut s'accompagner, par exemple, d'éléments de biodécodage. On va prendre un cas pratique, l'art-thérapie qui utilise le chant. Alors, il faut bien savoir que le chant, qui est une émission vibratoire, donc une émission de son, va être quand j'y mets et quand je reçois. Et dans la menée de l'exercice du chant, il y a une façon de faire, il y a une modalité qu'on ne peut voir qu'en séance avec moi, que je ne vais pas développer ici, peut révéler effectivement des pathologies, une pathologie bénigne qui va nous donner accès à ce champ informationnel inconscient. En pratique, je vais donner des notes, on va chanter une mélodie avec certains mots, et on aura ce qu'on appelle un état cathartique qui peut se traduire par de la thermoception. Ça veut dire qu'effectivement, pendant qu'on chante, on peut avoir un différentiel thermique dans le corps, à des endroits différents. Et ces endroits différents vont nous révéler des dysfonctionnements d'organes, tout simplement. Carrément. Je suis en train de matérialiser ça dans mon esprit. Mais cette sortie-là, elle peut être par le chant, par la danse, par la sculpture, par l'écriture, qui est chez nous appelée la logosynthèse. Cette logosynthèse, par exemple, qui va mobiliser chez nous, comme je disais tout à l'heure, des sens. Mais des sens, on a les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Mais cette pratique artistique-là va mobiliser les 12 sens. Les 12 sens qui sont consensuellement et scientifiquement reconnus aujourd'hui, dont la fameuse thermoception dont je viens de parler. Et ça peut se faire par le chant, par la danse, par la logosynthèse, qui est par excellence la pratique artistique thérapeutique qui va mobiliser le plus de sens et qui va nous emmener pragmatiquement dans la vie de tous les jours à de vraies libérations. On peut également énumérer également la peinture. Tu parlais de sculpture, le chant. Qu'est-ce qu'il y a encore sur la liste de l'art-thérapie? Alors, de l'art-thérapie, enfin, globalement, c'est ça. Après, on n'a pas besoin d'avoir une liste exhaustive des pratiques artistiques, sinon des exercices que les arts dédiés vont nous permettre de faire avec le corps. En vrai, c'est là que ça se passe. Que ça soit la danse, que ça soit la peinture, que ça soit la sculpture, que ça soit la logosynthèse, que ça soit le chant, que ça soit le bain, ce sont les exercices qui sont offerts par ces pratiques-là qui vont nous donner les sorties de crise, en vérité. Encore une fois, je reprends l'exemple du chant. Le chant, je peux émettre des sons comme les écouter. Les recevoir. En danse, je vais effectuer des mouvements et mobiliser des sens comme l'équilibrioception ou la nociception, mais je peux aussi accueillir des mouvements de quelque chose ou de quelqu'un sur des parties de mon corps. On va prendre la peinture. La peinture, on peut passer par la chromothérapie, être en présence de certaines couleurs, parce que les couleurs correspondent à des fréquences, être en présence de certains cocktail de couleurs ou de couleurs uniques va réveiller chez moi les états cathartiques. Les états cathartiques vont nous donner des champs informationnels, donc des informations sur des mots que j'habite, mais dont je ne suis pas consciente à 99%. À plus de 99%. Quand tu parles d'état cathartique? L'état cathartique, oui, c'est la levée de catharsis. C'est-à-dire qu'on aura une émotion, un état, une configuration biochimique qui va se révéler, donc qui va venir au conscient sur une pratique artistique, sur une présence, sur la proximité avec un élément qui relève d'une pratique artistique. Dans l'inconscient ou dans le conscient? Il sort de l'inconscient pour arriver au conscient. C'est bien ça que là, on nous amène. Et c'est bien ça que, par exemple, c'est un des sujets qui est magistralement traité par, justement, Jean-Pierre Changeux sur le cerveau et l'art. Quand je vais pratiquer de l'art ou quand je vais être en présence d'une œuvre d'art, le cerveau va rentrer en mouvement sur des connexions et des sécrétions chimiques et électriques. Et ce travail
va permettre justement de lever la catharsis et de nous mettre en contact avec notre inconscient. Ce qu'on appelle un petit peu se transcender dans l'art. Ça fait partie, mais ça n'est pas uniquement que ça. Mais pas uniquement. Entrer en transe, ce que tu appelles se transcender, entrer en transe, donc, qui correspond tout simplement à ce qu'on appelle un état de conscience modifié, fait partie des mouvements qui sont possibles par le cerveau sur la pratique artistique, mais pas que. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir art thérapeute? Alors, dans mon parcours, au départ, je suis chanteuse et j'étais partie pour me former afin de transmettre, en fait, le chant, des techniques de chant et pouvoir approcher le chant avec des personnes, des jeunes, des moins vieux, et dans le but de devenir professeur de chant. Et quand je suis passée par mon module de formation de psychopédagogie de la voix, par le chant structurel, Richard Miller, je suis rentrée en contact avec une somme d'informations qui approchait le chant par un biais anatomique. Regardez ce que le chant fait au corps, comment on utilise le corps pour le chant, et regardez ce que le chant fait au corps. Et je crois que c'est là que le moment d'illumination est apparu, où j'ai été directement attirée sur cet aspect des choses. Et j'ai voulu en savoir plus sur les autres pratiques artistiques, comment effectivement le corps, sur un plan organique, rentrait dans la danse de l'art. J'ai utilisé une petite figure de style pour dire qu'effectivement, l'étape d'après le chant a été la danse, mais dans la danse, on a des configurations biochimiques qui méritent toute notre attention. Et c'est de là que je me suis progressivement dirigée vers l'art-thérapie. Peut-être que, non, je ne pense pas me tromper, mais à travers, il y a bien sûr l'art, mais également aussi une partie de la psychologie. Ah, forcément, puisque l'art va impacter dans un premier temps ce qu'on appelle le système nerveux central, qui est composé du cerveau et de la moelle épinière, donc ce qu'on appelle le nerf vague. Donc forcément, tout ce qui est relatif au cerveau, donc aux pensées, donc à l'intérieur du cerveau, et aux pathologies, au fait de somatiser donc l'extérieur du cerveau, va être totalement concerné. Donc forcément, on va parler de psyché, forcément, on va parler d'état d'âme, forcément, on va parler de pensée, forcément, on va parler d'identité. C'est le sujet par excellence que la pratique artistique dans le cadre de l'art-thérapie permet d'approcher, c'est sûr. Et comment s'est formé à être art-thérapeute? My God. Donc, ma formation étant aujourd'hui vieille, nous sommes au 21e siècle, je sais qu'il y a beaucoup de modules de formation disponibles en ligne, comme d'autres métiers. Hein. C'est pas propre à l'art-thérapie. Je veux dire, aujourd'hui, on peut devenir DRH en ligne, on peut devenir comptable en ligne, on mène des consultations de médecins en ligne, donc tout un petit peu digitalisé. Donc, il y a un parcours qui peut être plus ou moins long, qui peut... selon comment on va l'aménager. Parce qu'en fait, l'art-thérapie, c'est une base, mais l'art-thérapie en soi n'est pas une formation complète. L'art-thérapie, aujourd'hui, fait partie de la famille des métiers qui sont évolutifs. L'art-thérapie, l'art-thérapeute que j'étais il y a 5 ans n'est certainement pas l'art-thérapeute que je suis aujourd'hui, avec des apports neuroscientifiques, neuroéthiques, avec d'autres apports neurobiologiques également, avec l'arrivée d'autres pratiques artistiques, avec l'arrivée aussi de données cosmogoniques et cosmologiques. L'art-thérapie fait partie des métiers qui évoluent. Donc, j'ai envie de te dire que on peut être formé et diplômé en art-thérapie, comme je le suis, mais ça ne va jamais suffire. Pour être praticien, un praticien en tout cas, qui dure dans le temps, ça ne va jamais suffire parce qu'on est toujours sous le coup d'une mise à jour, d'une actualisation, d'une nouvelle découverte, d'une réadaptation et d'une implémentation en termes de modalités d'accompagnement. Donc, pour résumer, en ligne, en présentiel, ça se fait de moins en moins, mais ça ne suffit jamais. Il faut avoir une veille constante alors. Absolument. D'autant plus que l'art-thérapie, comme toutes les autres thérapies, en tout cas du courant d'où je viens, l'art-thérapie, comme donc toutes ces autres pratiques thérapeutiques, met toujours en présence, et je vais dire une lapalissade tout de suite, un être humain, un autre être humain. Donc ça veut dire effectivement que la science humaine, qui elle-même évolutive, impacte forcément l'art-thérapie qui reste aussi évolutif en vérité.
En même temps, l'art évolue, comme tu disais aussi, avec l'arrivée du digital aussi. Totalement. Voilà, donc on est obligé de s'accorder avec son époque. Totalement, totalement. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous détailler la prise en charge d'un accompagné, donc du coup du fait qu'il vient te voir, à l'organisation des séances et ensuite à comment tu travailles justement avec les accompagnés? Alors, ça va être un petit peu tendu comme exercice parce qu'il n'y a pas de prise en charge typique. Il n'y a pas de prise en charge type. Si on part du postulat tout simplement que c'est la mise en présence d'une personne qui a une, voire des compétences et d'une autre personne qui, en fait, a des compétences inconnues, on est bien d'accord que la modalité thérapeutique va s'adapter à l'accompagné. Donc, ce seront toujours des protocoles uniques. Maintenant, ça passe de toute façon par une première phase, qu'on appelle l'anamnèse, qui consiste tout simplement à prendre un temps pour évaluer, mettre en place un état des lieux, pas un diagnostic, mais bel et bien un état des lieux, et pouvoir capter dans cette anamnèse, on va dire, le nœud, ce qu'on appelle en neurosciences, par exemple, un conflit neuro-émotionnel, mais la racine, le point de départ de l'accompagnement thérapeutique. Et cet accompagnement thérapeutique peut se décliner en une, deux, voire plusieurs séances selon le degré d'enseignabilité de l'accompagné. Il faut jamais... Enfin, c'est une donnée qui reste très importante, comme je dis, et qui va expliquer pourquoi moi je les appelle les accompagnés, parce que selon le degré d'enseignabilité, si moi, praticien, je vois le mapping en fait, des conflits neuro-émotionnels et que l'accompagné, lui, n'est pas prêt à tout régler, je suis obligé d'adapter le protocole thérapeutique à ce sur quoi il a accepté d'être accompagné et d'être transformé. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas moi qui transforme, et c'est bien pour ça que c'est un accompagné et que je tiens à ce qu'ils restent des accompagnés parce qu'ils sont impliqués et que leurs résultats leur seront complètement imputables, mais on sort de là forcément transformés. Quels sont les profils des accompagnés, la plupart du temps? Alors, quels sont leurs mots? Pourquoi ils viennent te voir? Voilà. On va pas nécessairement parler de profil, mais on va parler peut-être de raison, de motif. Alors, comme j'ai dit, les stigmates sont souvent des mots relatifs à la psyché, on a vu, des mots relatifs au physique, des fois, des blocages sur les articulations, donc ça va demander une part biotégotage, ou des pathologies, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la pathologie et dans, on va dire, la réappropriation, par exemple, de la proprioception, de la motricité. On peut se servir de l'art-thérapie pour regagner de la mobilité. Donc, si tu veux, on a 3 familles de motifs qui peuvent amener à une consultation en art-thérapie, en vrai. D'accord, ok. On continue? Est-ce que tu as une spécificité? Alors, je me suis spécifiée pour le coup, parce que merci de la précision, pardon. Merci de la précision. L'art-thérapie est vraiment un terrain, mais qui est immense. Et donc, du coup, toujours un petit peu dans l'élan, justement, du chant et de l'implication au corps, alors, l'implication du corps dans le chant, je suis allée me spécifier dans la thérapie neuronale. Donc, tout ce qui est de l'ordre justement des connexions électriques et chimiques dans le cerveau. Donc, on va parler de neurotransmetteurs, on va parler d'équilibre de neurotransmetteurs, on va parler d'enzymes et on va parler tout simplement de configuration biologique des émotions, qui est, encore une fois, l'objet même de l'état cathartique, terrain de jeu favori de l'art-thérapie. Tu vas sécréter l'ocytocine, la dopamine. Alors, on va regarder à quel point ça en est. On va justement adapter des pratiques artistiques qui vont favoriser les sécrétions et par ma spécificité de thérapie neuronale, on va réhabituer le corps ou soutenir tout simplement le corps sur ces sécrétions qui auront, par des traumas, par des accidents de vie, auraient été soit totalement stoppées et là, on est sur de la pathologie grave, ou alors ralenties ou tout simplement modifiées. D'accord. Est-ce que tu as parlé justement des neurosciences. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que à titre personnel, je considère que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses. C'est un mot valise. Oui, tout à fait. Concrètement. Donc, j'aurais aimé justement qu'on puisse être précis et en parler pour vraiment cadrer les choses au niveau des neurosciences, pour vraiment que les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent bien qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux qui sont liés à... Alors, dans un premier temps, j'invite les téléspectateurs à faire le distinguo entre les neurosciences et la neuroscience. Ce qui est dans ma pratique, c'est la neuroscience. Pour pouvoir être synthétique et assez terre à terre, la neuroscience va nous donner un lien
une espèce de grille de lecture de l'invisible sur notre configuration biochimique. Ce qui se passe dans mon invisible, dans ma part invisible, correspond à un état du corps. Et l'état du corps dont je parle, il s'agit tout simplement de configuration biochimique. Comment mon corps, chimiquement, va se disposer lorsque je suis dans telle pensée, dans telle émotion, ou tout simplement que je veux produire de la pensée. C'est-à-dire dans l'état de ce qu'on appelle, pas qu'on a en thérapie, mais de la protopensée, c'est-à-dire le processus qui est juste avant la pensée. La protopensée va correspondre à un état du corps. Pour peu que la production de pensée, par exemple, et c'est pour l'illustration pragmatique, présente un taux de stress, donc une sécrétion de l'hormone qu'on appelle la cortisol, excessive dans le corps, le fait de produire la pensée, on est déjà sur un cas où on va aller chercher un conflit émotionnel, par exemple. Mais la part neuroscientifique que je dis avoir dans ma pratique et que j'ai dans ma pratique relève de la neuroscience et non des neurosciences. Ok, super. Tout à l'heure, on parlait de profil type, tu parlais de motivation. Qu'est-ce que l'art-thérapie peut résoudre? Alors, est-ce que c'est le moment où il est plus facile pour moi de vous parler de trauma? Oui, mon général. Donc, dans un premier temps, on aura effectivement la résolution de trauma. Je rappelle un trauma, c'est la charge émotionnelle qui n'est pas totalement vidée, partiellement ou pas du tout vidée sur un événement intense. Une info intense, je vais mettre une charge émotionnelle que je ne vais pas totalement évacuer. Émotion, ex movere, mouvement vers l'extérieur. Donc, ce mouvement vers l'extérieur ne sera pas totalement abouti et ça va constituer dans le corps un trauma. Ils sont dans deux types, type 1 et type 2. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, par exemple, des traumas dans cette définition-là que l'art-thérapie peut aider à évacuer. Et on va comprendre très facilement pourquoi j'ai plus de facilité à parler de libération que de guérison. Même si, en vrai, c'est très proche comme notion. C'est lié. Voilà. L'art-thérapie peut aussi être un support assez fidèle pour des démarches introspectives. Chercher qui je suis, découvrir mes valeurs intrinsèques, découvrir mon fonctionnement organique. C'est-à-dire, quand je suis... Quelles sont les notions? J'ai presque envie de parler... Non, on va parler de ça tout à l'heure. En contre-exemple, j'allais parler de conduite ordalique. Ça peut donner effectivement une idée de là où je vais, mais en introspection, il y aura des notions, il y aura des évocations qui vont conduire mon corps à être dans une configuration et qui vont m'aider à découvrir des aptitudes, des excellences, des facilités que je n'avais pas, dont je n'avais pas conscience, en vrai. L'art-thérapie peut aider à ça. Alors, non pas exclusivement par le biais de l'art précisément. Oui, on peut découvrir, par des séances d'art-thérapie, on peut découvrir des chanteurs, on peut découvrir des dessinateurs, des peintres, des sculpteurs, des danseurs, etc. Mais par l'art-thérapie, je peux me découvrir une aptitude à analyser, par exemple. Par l'art-thérapie, je peux développer des aptitudes de mémorisation visuelle, auditive, au toucher, à l'odorat, etc., etc. Donc, non seulement je peux être libéré de trauma, mais je peux aussi implémenter ma personnalité, en tout cas être conscient de qui je suis, de quelles aptitudes me gagnent, m'animent pour pouvoir les utiliser plus tard. L'art-thérapie peut servir aussi à ça. L'art-thérapie aussi peut servir à se constituer tout simplement on va dire des modes, et c'est là qu'on va encore plus parler de libération, des modes libératoires, c'est-à-dire des modalités de gestion de crise. L'art-thérapie peut m'amener à ça. Je vais mettre en place des protocoles de gestion de crise. D'autres parlent de gestion des émotions. On n'aime pas trop parler de gestion des émotions parce qu'en vrai, les émotions ne se gèrent pas, en vrai. Mais ça, on peut en parler après. Mais l'art-thérapie peut amener aussi à l'édification de protocoles de gestion de crise. Se canaliser d'une certaine manière? Justement. Alors, se canaliser, oui et non. Se canaliser, oui et non. Alors, on revient sur le terme émotion, ex movere, mouvement vers l'extérieur, et il s'agira de se laisser traverser.
Maintenant, se laisser traverser peut nous induire, sans accompagnement ou sans tiers regardant, à des comportements irrationnels, des fois, dont on se laisse submerger assez facilement. Donc, sur ce sujet-là, particulièrement, sur cet aspect des choses, je vais te dire oui. Là où je vais te dire non, c'est qu'on n'est pas là pour réfréner ou choisir quelle émotion me traverse ou pas. S'exprimer. Toutes les Libérateur. émotions, exactement, Libérateur. toutes les émotions se valent et toutes sont nécessaires. Je dis bien toutes. Maintenant, pouvoir frayer un chemin à ces émotions qu'elles me traversent de part en part et qu'elles ne restent pas bloquées dans mon corps, là, oui, je vais apprendre à ça. C'est une quête, d'une certaine manière, de bien-être. Un peu la finalité. Oui, la finalité. Et de toute façon, mais toute démarche thérapeutique a une finalité de bien-être, de toute façon. Tout à fait. Si ce n'est pas le cas, on a un problème. On a un problème. C'est la base. Non, c'est la finalité, pas la base. C'est la Absolument, finalité. absolument. C'est le but. Exactement. Le but recherché. Du coup, est-ce que c'est adapté à tous les âges ou est-ce qu'il y a du coup des façons de faire qui sont différentes en C'est ça. fonction des âges? C'est exactement, c'est les approches qui vont différer. Effectivement, l'art-thérapie n'a pas d'âge particulier. J'ai presque envie de dire oui, je vais le dire. Même l'art-thérapie n'a pas besoin de disposition motrice particulière non plus. Je veux dire, chez les personnes qui sont motricité réduite, l'art-thérapie est toujours possible et d'ailleurs est la bienvenue, justement. Une situation de handicap? Oui. Et quel qu'il soit. Et donc, on n'a pas de limite d'âge. Maintenant, les approches vont être différentes. La façon dont on va accompagner un enfant qui est... je pense par exemple au cas d'autisme. Alors, j'en ai... Enfin, dans ma période de formation, donc ça remonte. Dans ma période de formation, j'ai eu effectivement à établir un protocole et à accompagner un enfant diagnostiqué Asperger, avec un syndrome d'Asperger. Et l'approche, effectivement, non seulement elle va tenir en compte l'état clinique, le profil clinique de l'accompagné, sans faire cas de son âge ni de ses dispositions motrices, mais elle va aussi tenir en compte ce qu'on a à traiter, entre gros guillemets. Donc, les approches vont différer selon plus ce qu'on a à traiter et la disposition de la personne qui est en face, sans prendre l'âge en compte, en vrai. Parce qu'effectivement, quand tu parles par rapport au côté psychique et puis également les choses qui vont aussi se révéler, il y a aussi, par exemple, dans le chant, retenir certains morceaux. C'est-à-dire, il y a aussi ce travail de concentration aussi que la personne doit avoir, peut-être n'avait pas. Et à travers cette art-thérapie, il va progresser. Il y a une progression par rapport à ça aussi. Alors, si tu veux, la modalité thérapeutique, on va parler du chant précisément, tout ce qui est mémorisation, c'est rare. En tout cas, ça n'a pas de principe thérapeutique véritable. En revanche, être en présence d'un texte, être en présence d'une mélodie avec un texte et surveiller ce que ça fait, identifier les différents états que ça génère en fait. L'écoute ou tout simplement l'émission vont générer des états chez nous qu'on va devoir identifier et qu'on va devoir apprendre à libérer. Si tu veux, la mémorisation dans le principe n'est pas capitale. Tu vois ce que je veux dire? Bien que la pratique artistique, sans passer par l'aspect thérapeutique, peut aider à implémenter, par exemple, la mémorisation, qu'elle soit visuelle, encore une fois, qu'elle soit auditive, etc., etc. Ça peut, le côté art va être plus au service de ce que tu dis, donc de la mémorisation, de l'implémentation de la mémorisation, mais l'aspect thérapeutique va plus nous pousser à générer du texte, ou rappeler des souvenirs avec des mélodies et du texte, et identifier un petit peu les états dans lesquels nous sommes. Donc, l'état cathartique, la fameuse catharsis, qui vient à ce moment-là et qui nous révèle soit une dissolution à avoir, soit une libération à mettre en place. On va prendre un cas pratique tout de suite. Une femme, parce que mes accompagnés sont majoritairement des femmes. J'ai déjà accompagné des hommes, mais c'est beaucoup plus rare. Et ça peut faire l'objet justement de déconstruction dans les grégores, donc dans les conscients collectifs, pour qu'on sache que les séances d'art-thérapie, on n'est pas obligé d'être malade et c'est pas réservé qu'aux femmes. Donc, on va prendre un cas pratique. Je suis une femme passée la quarantaine,
On est dans les problèmes relationnels typiques d'aujourd'hui où j'ai du mal à choisir un partenaire ou à rester avec un partenaire, où je ne me fais pas comprendre, où je me fais approcher par des hommes d'une même typologie. Je mets des gros guillemets, je me fais approcher par des hommes d'une même typologie. Parce qu'en vrai, je dis oui à la même typologie. C'est pas que je me fais approcher. Bref. On refait ma parole. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, si je vais chercher dans mes souvenirs, je vais aller créer dans ma psyché le souvenir d'un moment de danse où quand j'allais danser ou quand j'ai eu mon premier partenaire et que j'ai une chanson qui est adossée à ce souvenir-là, je vais essayer de recréer cet état organique-là lorsque je me fais approcher par un homme. Et selon, effectivement, les moments, les séquences que je peux rappeler en conscient, je vais voir exactement où j'ai mis la tonalité émotionnelle intense qui peut me donner une piste sur le conflit neuro-émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, dans mes relations, je suis bloqué. En tout cas, je me sens bloqué. Il y a une part de kinésiologie aussi. On va dire, oui, sauf que, si tu veux, la kinésiologie, on va la faire avec le cerveau, pas forcément avec les membres. Okay. Pas dans le toucher. Okay, voilà, okay. Exactement. Et on va dire que la kinésiologie, on peut même parler d'autokinésiologie pour le coup. Tu as déjà eu des révélations d'accompagnants? Accompagnés, oui. Accompagnés, gens qui t'ont tellement surpris au niveau de leur art et même dans le chant, comme des révélations d'une certaine manière? Alors, donc, quand tu me dis ça, j'entends et j'ai vu directement un accompagné homme, pour le coup, qui, après effectivement un protocole de 3 séances, a gagné en tessiture, en vérité. C'est quelqu'un qui avait une base... alors, il avait un problème d'ordre relationnel, évidemment un problème d'ordre émotionnel, lorsqu'on a libéré le ton de sa voix, le timbre de sa voix et les notes qu'il utilise quand il est calme, quand il est en joie, quand il est en colère, se sont totalement transformées. C'est-à-dire que le monsieur a pu atteindre des notes qu'il n'a jamais atteintes de sa vie. Une libération peut se présenter ainsi, par exemple. Lorsqu'on libère une charge émotionnelle, ça peut donc détendre le larynx et nous faire toucher des notes qu'on n'avait pas déjà l'idée, le souvenir d'avoir touché ou qu'on n'avait jamais touché du tout. Libérer, délivrer. Exactement. Du coup, est-ce que tu arrives à déceler les défis les plus courants auxquels tu es confronté, en tout cas dans ta pratique d'art thérapeute? Ah oui, et c'est très important. C'est très important. Je vais encore remettre le préalable. Une modalité thérapeutique, en tout cas loyale au courant qui m'a formée, c'est toujours la mise en présence de 2 êtres humains. Donc forcément, la personne que je vais accompagner, je vais à titre personnel entrer en résonance avec elle. Forcément. Même si effectivement je vais déployer une expertise, je vais déployer une aptitude pour l'aider à libérer, mais si elle est en face de moi, on a parlé d'état vibratoire tout à l'heure, je vais rentrer en résonance. Et le défi, l'un des premiers défis de ça, c'est justement garder la part des choses entre la résonance que la présence de l'accompagné provoque chez moi et qui je suis en vérité. Donc, rester dans une certaine neutralité face aux accompagnés. Parce qu'effectivement, on a droit à une pléthore de situations de vie, toutes plus ou moins douloureuses, mais qui font forcément appel à notre vie, à notre histoire de vie, à nous, comme dans un système andragogique d'ailleurs. Et du coup, mon premier défi est de toujours rester à l'extérieur de ça. Toujours être le tiers accompagnant. Et toujours être vigilante pour ne pas émotionnellement me faire embarquer et perdre en fait du recul qui me permet d'appliquer les protocoles thérapeutiques. Donc si tu veux, ça c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est être toujours aussi souple à déposer le jugement. Parce que il m'est arrivé, par exemple, d'avoir dans mes accompagnés des personnes issues alors de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Tunis. Et donc, du coup, on a un socle culturel qui est complètement différent. Et donc, leurs notions vont venir heurter les miennes. Et le deuxième défi sera de déposer le jugement et d'être accompagnant. Parce qu'on a quand même, il y a des situations de vie qui peuvent
présenter des chocs de culture qui peuvent être énormes en termes d'histoire de vie. Donc, si tu veux, voilà les 2 défis majeurs en face desquels je me retrouve chaque fois et que j'ai intérêt, en face desquels j'ai intérêt à me retrouver. Parce que c'est effectivement le socle qui va garantir la qualité de mon accompagnement, en vrai. Ok. Et l'art-thérapie en Martinique, comment tu évaluerais en tout cas sa position aujourd'hui? Est-ce que c'est populaire, pas populaire? Est-ce que ça demanderait à être développé, etc.? Alors, je crois que ça demanderait, comme pour toutes les thérapies, hein, pour toutes les modalités de thérapie alternative, à être démocratisé. Vraiment être un petit peu plus démocratisé, être un petit peu plus plébiscité. Parce que, comme je dis, cette famille de modalités thérapeutiques alternatives a un aspect intégratif qu'on ignore. De la même façon qu'il est question de déconstruire, par exemple, dans les consciences collectives, même encore ici, même encore en 2024, qu'aller voir un psychanalyste, un psychologue ou un psychothérapeute, c'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a un pet au casque. De la même façon, les thérapies alternatives, qui sont aussi au service de ces malaises-là, constituent des solutions aussi viables et très certainement pas antagonistes au métier dit conventionnel sur les accompagnements de l'humain, en vrai. Donc oui, il y a une visibilité, il y a une démocratisation en termes de notions, en termes de pratiques, qui reste à faire, ça c'est sûr. Qui devrait être impulsé par qui, selon toi? Les art-thérapeutes déjà en premier temps, dans un premier temps. Les art-thérapeutes déjà dans un premier temps, mais aussi les accompagner. C'est pour ça que je dis que dans un premier temps, je crois qu'il faudrait apaiser un petit peu le stress sur ça. Quand je vais voir un psychothérapeute ou un psychologue, c'est pas que je suis malade en fait. C'est pas que je suis atteinte j'ai le sceau de l'infamie et il en va de même pour les pratiques alternatives. Donc autant les art-thérapeutes gagneraient à mettre en place la promotion et à démocratiser ce genre d'accompagnement-là, autant les personnes qui en bénéficient, qui ont déjà bénéficié et qui vont en bénéficier, gagneraient aussi en liberté de parole sur ce genre de pratique-là, en fait, de recours. Mais il y a une telle omerta sur ce genre de démarche-là que ça en devient un peu compliqué. Je veux te dire aussi, je viens de rajouter qu'en Martinique, dans la Caraïbe, on parlait de vibration tout à l'heure, on est vibré avec l'art, avec la musique. Dès qu'on entend un son, on va bouger inconsciemment. Donc c'est quelque chose qui devrait se faire naturellement et ça devrait davantage nous concerner, puisque tout à l'heure, là, tu parlais de danse. C'est vrai que nous sommes un peuple, nous allons danser du zouk, il y a beaucoup je dirais, de collets serrés. Donc voilà. Donc il y a cette part-là ça devrait revenir encore plus naturellement pour nous. Alors, naturellement, oui, mais si tu veux, l'art-thérapie va amener le bonus de mettre du sens. Mais de mettre du sens à une échelle individuelle, en vérité. Un même morceau ne va pas évoquer la même chose chez toi, chez moi, que chez lui. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire du morceau qui nous a imprimés. Et on a tous une histoire derrière l'histoire dont le sens va disparaître, en fait, en vrai. Et l'intérêt de rappeler l'histoire, parce qu'effectivement, elle conditionne, par exemple, une problématique, un blocage, une pathologie, on peut aller jusque-là, ça présente l'intérêt de mettre du sens dessus, en vérité. Mais à une échelle individuelle. Sans pour autant que ça me diminue, sans pour autant que ça ne fasse de moi un être humain inférieur, sans pour autant que ça ne fasse de moi qu'une valorisation. Je veux dire, pourquoi j'ai honte, par exemple, de faire une telle démarche? Parce que, effectivement, j'ai une souffrance qui ne se voit pas au premier abord, et je n'ai pas aussi honte d'aller décocher une boîte de Doliprane à la pharmacie. Aujourd'hui, je crois qu'il est totalement admis de dire, même le Doliprane, il a des effets secondaires, quoi. Et pour autant, ça n'est pas teinté de honte de pouvoir aller décocher une boîte de Doliprane chez le pharmacien que de faire une démarche auprès d'un praticien en art-thérapie ou en thérapie alternative, en vrai. Tu as une connaissance par rapport au tambour et l'art-thérapie? Est-ce que ça pourrait... Oui. Parce qu'on dit que le tambour a aussi ses vertus. Absolument, absolument. C'est une petite digression que j'aime bien parce que non seulement le tambour a ses vertus, mais comme tous les instruments, parce qu'encore une fois, il libère des fréquences. Les fréquences ont des correspondances, non seulement au niveau organique, mais aussi au niveau des notions. On va parler de notions mentales.
Et donc, dans tout ce maillage-là, effectivement, les instruments comme le tambour peuvent nous mener à un état des lieux, voire à une libération. Mais le tambour en particulier sous nos os revêt une symbolique culturelle qui n'est pas à négliger, en vérité. Et c'est là que je parle de cosmogonie, en vérité, puisque on est d'accord que la cosmogonie, et pas que, mais la cosmogonie va être le socle structurant d'une société et va faire émerger des inconscients, donc des égrégores, des schémas de pensée, des mentalités, des mœurs et des us, et qui vont conditionner de façon collective nos comportements. Le tambour belais, particulièrement, ainsi que la danse belais, comporte, et on voit ça dans l'art-thérapie, comporte des modalités, mais vraiment des démarches thérapeutiques pures qui sont à la portée de tous. Et dans ces modalités thérapeutiques, on peut retracer un historique, de façon individuelle comme de façon collective. C'est-à-dire que la libération cathartique qu'offre le tambour, la danse, le chant, particulièrement dans nos cultures, nous apporte des outils d'une puissance phénoménale. Je rappelle juste que ces outils-là ont été élaborés dans des temps qui étaient oppressifs comme on n'a jamais vu. Donc, c'est, si tu veux, l'exemple évident que l'art constitue une thérapie comme tout autre et que pour cet art, pour cet aspect thérapeutique-là, on devrait franchement se détendre, se détendre du fait de faire appel à ça. On a une histoire qui correspond à tout ça. On a une histoire qui nous a donné l'opportunité de voir à quel point ces outils-là peuvent être puissants, à quel point nous recelons de méthodes, nous recelons d'outils puissants pour des libérations lorsqu'on a mal à la vie, mal aux pensées et au final, mal au corps. Ah ben excellent. Est-ce que tu pourrais du coup nous donner un mot de conclusion sur justement l'art-thérapie et avec tes propres mots en tout cas, nous dire en tout cas ce que tu aimerais en tout cas véhiculer sur ce sujet? Ce que j'aimerais véhiculer sur ce sujet, c'est que l'art-thérapie apporte des solutions applicables à tous, sur une échelle individuelle comme sur une échelle collective, d'autant plus qu'elle est située sur une population, sur un territoire dont la pratique artistique n'a été que ça, que de la thérapie en vérité. Donc, user et abuser d'art-thérapie, surtout ici. Ulrich, après ton introduction du début, par rapport à la présentation de Mallory, toi, je vais te poser la question, après ton introduction, est-ce que tu as une conclusion par rapport à l'art-thérapie de ton côté? Oui, et surtout sur ce qu'elle a dit, notamment vers la fin, sur le fait que ça donne un sens individuel à des ressentis qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a pris l'exemple du tambour. Souvent, quand on parle, on voit justement que le tambour fait résonner des choses collectivement qui sont reconnues. Quand on ressent quelque chose, ça nous donne envie de nous mouvoir, etc. Maintenant, c'est à partir de là, trouver justement qu'est-ce que ça réveille en nous individuellement et comment ensuite le traduire dans notre quotidien. Et je trouve que ça, c'est super intéressant de pouvoir le comprendre et d'aller justement vers l'art-thérapie pour pouvoir justement donner ce sens-là. C'est ça. Parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses en fait qu'on comprend inconsciemment, collectivement, mais finalement individuellement, on n'arrive pas forcément à traduire qu'est-ce que ça donne comme sens pour nous. Donc c'est super intéressant justement qu'on puisse arriver justement à donner ce sens-là. Et en fait, ça peut ouvrir des champs qui sont assez larges. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aussi aimé sur le fait que, voilà, elle a détaillé le fait que ça peut passer par le chant, la logosynthèse, la danse, les arts plastiques, la sculpture, la peinture. Et ça correspond justement à l'introduction qui montre en fait que le champ est large. Totalement. Il y a plein de choses justement qu'on peut utiliser et qu'il faut aussi retirer, décoloniser le côté où l'art, par exemple, est cher. Totalement. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Maintenant, on peut acheter des instruments, etc. C'est super cher. Alors qu'il y a des choses en fait qui nous entourent, qui fait en fait qu'on n'a pas besoin finalement d'aller acheter pour pouvoir pratiquer. On est d'accord. Et ça peut s'expérimenter encore beaucoup plus facilement sur des thérapies, des séances collectives, par exemple. Alors,
la conclusion dans la conclusion. C'est juste laisser un petit peu à nos auditeurs et à nos téléspectateurs l'exemple tout simplement de la fameuse notion de la femme potomitan. C'est par là, on est d'accord, par le chant, par les textes, par les danses, que cette notion-là est revenue sur la place publique, en tout cas la place la place de nos réflexions, pour aujourd'hui être déconstruite. Et c'est aussi par là qu'elle est arrivée dans nos vies de façon collective. J'avais à cœur de laisser cette image-là dans la tête, en tout cas, et dans le souvenir de vos auditeurs, pour montrer encore à quel point l'art, de façon collective, à l'aide de rien, peut-être, mais a un potentiel fou de thérapie, en vrai. Elle est réparatrice. Elle est réparatrice. Totalement. Mais avant de dire au revoir, ton contact, s'il te plaît, Mallory. Alors, je suis contactée, et j'aime bien être contactée aujourd'hui, en 2024. C'est une imposition pour le coup, c'est une injonction sous laquelle je ne peux pas échapper, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, pour la prise de rendez-vous, la prise d'information, ainsi que par mail, à l'adresse suivante, qui est marqué musicosophie@gmail.com, et les contacts Insta sont Malorizik et Facebook Musicosophie, comme sur l'adresse mail. Donc, ce sont tout autant des plateformes sur lesquelles je suis joignable. Alors, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas facilement. Et de temps en temps, tu fais également des lives. Oui, j'ai gardé ma pratique de chanteuse, alors de façon très éparse, et puis en général avec des gens que j'aime bien. J'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Assez technique. On a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas, Ulrich? Ah oui, c'est clair. En plus, j'ai vu que tu as tout changé. Tu avais marqué passion, tu as marqué accompagnement. Oui, forcément, on s'adapte. Il fallait réadapter. On s'adapte toujours aux personnes qu'on invite. Et on rappellera jamais assez, en tout cas, d'aller vers les pratiques dites alternatives, surtout celles qui nous permettent de nous comprendre, nous, en tant que Martiniquais. Exactement. Et de nous ancrer, finalement, dans notre culture martiniquaise. Totalement. À travers faire une introspection de soi-même pour mieux se comprendre également. Exact. Et ça ne veut pas dire qu'on est fou ou quoi que ce soit. On est d'accord. Ça nous permet de mieux nous comprendre voilà. et de développer le bien-être. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices, à une prochaine fois. Bonne soirée à vous. Bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude.